J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Fait, tout est bon. Ok. On commence toujours par un clap. Alors, c'est quoi ton histoire? Bienvenue à tous. Bienvenue à tous à Alors, c'est quoi ton histoire? Aujourd'hui, je suis avec Svetlana, avec qui on va partager un petit moment de discussion et vous allez pouvoir nous suivre dans cette discussion. Merci beaucoup. On va parler de ton histoire, on va essayer de s'immerger dans ton histoire et comprendre là où tu es aujourd'hui et surtout ce qui construit en fait ton quotidien aujourd'hui. Il y a des moments de vie où tout est bouleversé. Il y a des instants où tout va sembler suspendu. Il y a l'amour, il va y avoir l'angoisse qui vont s'entremêler. Et dans ces moments, on découvre qu'on avait de la force, on avait une force qui était totalement insoupçonnée. Et aujourd'hui, on va donc écouter ton histoire. Une mère, mais même avant d'être une mère, il y a eu des événements qui t'ont amené à ta situation de mère. Et ensuite, des événements qui t'ont amené à dans la situation que tu es aujourd'hui. On peut passer très bien d'un jour ordinaire et puis en une fraction de seconde, ce jour ordinaire peut se transformer en un jour pas si ordinaire que ça et avoir un impact sur toute une vie. Et on va permettre aussi aux éditeurs de pouvoir te comprendre, de pouvoir te cerner un petit peu avant de commencer le « Alors, c'est quoi ton histoire ?» au travers du speedrun question. Je te pose quelques petites questions, tu me réponds le plus rapidement possible avec une petite justification et ensuite, on va aller peut-être encore un peu plus en profondeur. OK? Merci. Ton prénom? Svetlana. Ton âge? J'ai 52 ans. Ta profession? Maintenant, je suis une maman aidante. D'accord. Et qu'est-ce que c'est une maman aidante? C'est une maman qui a arrêté de travailler et qui fait tout pour aider son enfant qui est devenu handicapé. D'accord. Et on va en parler. Douche froide ou non, douche chaude? que chaude. J'ai horreur de froide. Est-ce que pour toi, le visible compte plus que l'invisible? Non. Invisible compte beaucoup plus. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je donnerais tout ce que j'ai visible pour avoir cet invisible. En fait, tout ce qu'on représente à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus important. Selon toi, est-ce que l'adulte a forcément le savoir absolu par rapport à un enfant? Non, absolument pas. Les enfants, parfois, ils peuvent nous surprendre. Et même les enfants qui on pense pas capables. Mon enfant, elle me surprend tous les jours. Elle me raconte des choses que moi, je connais pas. Et même, c'est surprenant. Il y a même les histoires drôles avec ça. tellement j'avais honte de moi de ne pas connaître ce qui, pour lui, c'était évident. Et là, je vais te proposer des phrases et je vais te demander de les compléter. Le danger est... Sécurité. Qu'est-ce que c'est sécurité? Surtout, c'est sécurité, pour moi, c'est sécurité médicale. C'est-à-dire sécurité au niveau de prévention. Voilà. Danger, c'est quand il n'y a pas de prévention. Ça, c'est danger pour moi. Voilà. Donc, pour moi, le danger, ça représente quand tu as un risque médical. Et par exemple, s'il y a la prévention, on peut éviter ce risque médical. D'accord. Et il n'est pas question de... Il n'y a pas question d'abandonner. Jamais. Jamais. On se bat tout le temps. Et qu'est-ce qui te ferait dire ça, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Parce que moi, je n'ai jamais abandonné et je ne prévois pas abandonner. J'avoue que... j'avoue qu'il y a les regrets dans ma vie que je n'ai pas fait, que je n'ai pas connu. Et c'est comme ça. Et je vis avec. Si je suis quelqu'un de très riche, qu'est-ce que je ferais? Je ferais quelque chose pour les enfants handicapés. Je suis désolée, c'est devenu peut-être mon dada. Voilà. Être mère, c'est... Être mère, c'est très, très dur. C'est très compliqué.
mais c'est le plus beau et le plus gratifiant truc qui m'a jamais arrivé dans ma vie. Ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est peut-être mon capacité d'humain de comprendre les autres, de mon empathie, de mon sentiment de respect et d'empathie envers les autres. Si aujourd'hui ta vie était un livre, ta vie à toi était un livre, et que à l'instant T, là, on se retrouve dans un de ces chapitres. Je pense qu'on est encore au milieu. Hein. J'ai que 52 ans, je n'ai pas prévu de mourir demain, donc on n'est pas dans la fin. On n'est pas à la sûr, fin. On n'est pas à la fin. On est en plein milieu de ce livre, dans un chapitre. Et ce chapitre, comment il s'appellerait? Un chapitre. Et qu'est-ce qu'on fait pour futur de boulot de Marc? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va en parler de Marc. Si tu pouvais revivre un seul jour aujourd'hui, t'aimerais revivre quel jour? Je pense que le jour juste avant de son arrêt cardiaque, pour faire quelque chose, si j'avais ces connaissances. Un jour, je trouverai la solution. Si c'est possible de la supprimer, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Si je pouvais refaire le passé et ne pas vivre 7 jours, prévenir ça, je pense que c'est tous les parents à qui ça arrive, n'importe quel accident, ils diront la même chose. Aujourd'hui, si tu avais un super pouvoir, ça serait... C'est la même chose. C'est la même chose. Pour moi, c'était le super pouvoir, c'est le pouvoir de je sais, c'est même mieux que juste revivre un jour et un seul passé. C'est d'avoir un pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Ouais. Comme ça. Ouais. Ah, si je pouvais avoir ça. Ça serait un pouvoir énorme. Assez... Il y a beaucoup des autres gens avec les autres maladies qui, malheureusement, il existe aussi. Mais ça, c'est un pouvoir que n'importe quel médecin rêve d'avoir. Avec ces questions, on a abordé certains sujets dont on va parler, forcément. Et pour parler de ces sujets, j'ai une question pour toi, Sveta. Alors, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est directement lié, comme je dis, à neurones endommagés. Qu'est-ce que c'est les neurones endommagés? C'est compliqué, c'est scientifique. Mais si on fait la simple, on imagine. Tu as une guirlande qui est allumée dans l'arbre. Il y a les parties de guirlande qui tombent en panne. Donc, quelque chose qui ne marche pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ces pauvres ampoules? Il y a certaines ampoules qui sont possibles à réparer et l'autre non. On va les utiliser comme elles sont. Voilà. Donc, mais pour venir à cette guirlande, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie et qui m'a posé dans ce chemin de neurones endommagés, c'est plutôt mon histoire d'avant. Je suis d'origine moldave. Donc, je suis venue en France pour faire les études et j'avais une passé assez compliquée parce que j'étais mariée avant et j'ai perdu mes enfants très tôt, à 21 ans. J'ai eu une fausse couche à 29 semaines et en plus, c'était les enfants qui étaient faits par FIV. FIV, c'est fécondation in vitro, pour les gens qui ne le savent pas. Ça m'a beaucoup changé comme personne, surtout à cet âge très jeune, 21 ans. Parce que, oui, c'était très douloureux. Ça a cassé mon couple, ce qui se passe souvent, d'ailleurs, d'un couple surtout aussi jeune. Et ça m'a fait venir en France pour faire mes études. Je suis venue pour faire mon MBA. Et juste avant de passer, excuse-moi, à cette étape où tu arrives en France, comment on vit justement ce passage de perte d'enfants et surtout de se rendre compte, peut-être même, on va la disséquer en plusieurs questions. Comment tu apprends que tu ne peux pas avoir d'enfants et que tu dois passer par des FIV? En fait, j'ai appris ça assez tôt. On faisait les tests et il ne me trouvait rien. C'est-à-dire, moi, si on me faisait le test en Israël avec mon ex-mari, et, on ne trouvait rien, on ne trouvait aucune raison médicale. On pouvait sur moi écrire un livre médical et moi, je tombais dans un petit pourcentage non explicable. C'est-à-dire, ils ont fait tout le test médicaux, etc. Mais je ne tombe pas enceinte. Mais par contre, 2 premières FIV, je tombais enceinte. Mais j'ai tombé enceinte avec 2. Parce que souvent, quand elles font FIV, ils vont implanter 2 embryons. Et c'est les 2 en fait, elles m'ont implanté 3 embryons. 3, c'était trop. Tous les 3, ils sont accrochés. Ils ont enlevé une. Parce que 3, j'étais pas très grosse non plus, pas très corpulente. Et ils ont tout de suite eu peur que moi, les 3, je ne peux pas transporter.
Et ils ont enlevé une. On est rentré dans notre pays natal de Israël, on est rentré en Moldavie. Et malheureusement, en 29 semaines, j'ai perdu. Parce que c'était trop tôt. Donc, c'est-à-dire mon organisme, même c'était trop lourd pour porter jusqu'à la fin de grossesse. Et j'ai perdu les enfants. Donc, ils ont été nés, mais ils n'ont pas sauvé. Et quand tu apprends que tu ne peux pas avoir d'enfants, les tests, ils sont faits et sur le mari et sur toi, sur ton ex-mari et sur toi. Exactement. Mon ex-mari, il n'avait aucun problème. Maintenant, en ce moment, il a déjà 3 enfants avec D'accord. Donc, il n'avait aucun problème. C'était de mon côté. D'accord. Et comment tu vis cet instant où on te dit que tu ne peux pas avoir d'enfant? Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel tu étais préparé. Ce n'était pas génétique, ce n'était pas écrit, tu ne l'avais pas entendu dans ta famille, ni rien. Non, ma soeur, elle a son enfant. Mes parents, ils n'avaient aucun problème. Mais c'est comme ça. Donc, quand tu es jeune, en fait, je ne peux pas dire que moi, je dis, tiens, je ne pourrai pas avoir les enfants. Parce que surtout que la solution, elle était tout de suite proposée. La FIV, elle était tout de suite proposée et tout de suite appliquée. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que juste l'annonce que je ne peux pas avoir les enfants différemment, il n'a pas tellement influencé, surtout que la FIV, elle a marché de premier coup. Donc, du coup, je dis, tiens, je peux avoir les enfants. Il y a quelque chose que juste, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Voilà, donc pour moi, c'était évident que je peux les avoir. Mais différemment. Mais c'est drôle. D'ailleurs, quand tu me parles de ça, c'est drôle parce qu'on peut même remonter plus loin dans mon enfance, dans mon jeunesse. Quand j'étais à l'université, j'ai étudié chimie et je me souviens, on avait un professeur de philosophie et j'ai eu très, très, très mauvaise note en philosophie. En général, j'étais une étudiante brillante, j'avais une médaille d'argent à l'école. Mais en philosophie, j'avais très mauvaise note. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Sur moi, ça posait cette question, tombait cette question pendant l'examen. Mais la question, elle était, qu'est-ce que c'est le vrai maternité? Et le vrai maternité, tu dois passer par toutes les étapes. C'est-à-dire, fécondation naturelle. Et moi, pendant que j'avais même pas prévu encore les enfants en cette période. Quand on a discuté cette question, je n'étais pas d'accord avec mon professeur. Je dis, mais non. Parce qu'il y a parfois les mères naturelles qui abandonnent leurs enfants et les autres qui adoptent les enfants, elles sont meilleures mères. Moi, je n'étais pas d'accord dans cette théorie philosophique qu'une femme, elle est obligée de passer toutes les étapes de fécondation, de naissance, etc. pour être une bonne mère. J'ai eu très mauvaise note. Parce que ce n'était pas selon la théorie. Vous étiez pas alignés ensemble sur le... Oui, ce n'était pas selon la théorie philosophique, parce que selon lui, il fallait passer tous les niveaux, sinon tu ne pouvais pas être une vraie mère. Je n'étais pas d'accord. Ouais, tu m'étonnes. Et ensuite, quand tu apprends que tu ne peux pas être mère, forcément, a priori, toi, tu le vis... Tu arrives à relativiser parce que tu dis c'est une autre manière. En fait, j'ai relativisé parce que j'étais enceinte. Donc, mais après, c'est sûr que j'ai très mal vécu cette partie-là. Après, parce que quand j'ai perdu les enfants, je n'ai perdu pas que les enfants. Finalement, je suis partie carrément. Je suis partie en France pour étudier. J'ai divorcé. Donc, c'était une période compliquée dans ma vie. Moi, je suis partie parce que j'ai dit, tiens, il faut que je me reconstruise. Heureusement, j'avais des forces pour ça. En plus, je n'ai pas choisi le pays vraiment peut-être où il fallait aller parce qu'à cette période, je parlais qu'anglais. J'ai étudié en France en anglais. J'ai fait mon MBA en anglais. Le français, je ne parlais pas. Ils ont rigolé de moi en français parce que je l'ai appris comme ça sur le coup. J'étais étudiante, je n'avais pas beaucoup de sous. Je ne pouvais pas payer beaucoup de cours de français. Donc, mon grammaire, elle peut être un peu avec les trous. Je suis désolée. Et j'ai appris français petit à petit, en vivant déjà en France. Et en fait, c'est la meilleure méthode à apprendre les langues. Et c'est intéressant parce que j'ai prévu au départ d'immigrer à Canada. J'avais déjà tous mes documents pour l'immigration, parce qu'il était ouverture de l'immigration au Canada, surtout quand tu as les diplômes, quand tu as les niveaux de connaissances. Donc, et je voulais ajouter mon MBA pour partir à Canada, pour être bien choisi pour l'immigration en règle. Et je n'ai pas arrivé jusqu'au bout du processus parce que je suis restée en France. J'ai rencontré mon mari
Et aussi, j'ai reçu la proposition de travail dans le tourisme, j'ai fait mes stages, j'ai commencé à travailler, j'ai signé les contrats, et voilà. Donc la vie s'est fait comme ça, tout naturellement. Et après, j'ai même reçu ma naturalisation. Et après seulement, on s'est marié avec mon mari, parce qu'au départ, il ne voulait pas se marier. On est vécu en Pax, on a vécu en concubinage avec ses enfants, etc. Et c'était au moment quand j'ai vu que lui, il ne voulait pas avoir les enfants trop, et ça l'a arrangé que moi, je ne pouvais pas tomber enceinte naturellement. Moi, je le posais un tout petit peu comme ultimatum. Je dis, mais non, moi, écoute, on va construire l'avenir ensemble, et moi, tu sais bien que moi, je ne peux pas avoir, mais je sais qu'avec le FIF, je peux avoir, et j'ai le droit, ici en France, d'essayer. Et on s'est mis ensemble, que voilà, on me donne 3 essais. Il s'est accordé. Il me donne 3 essais et j'avais de la chance. Marc, c'était mon dernier essai. Oh. C'était mon dernière chance. Qui a réussi. Qui était réussi. C'est magnifique. Et justement, c'est quoi ensuite l'histoire avec Marc? En fait, comment Marc, ça se passe Marc, quand il était né, il était né complètement normal, c'est-à-dire il était reconnu par médecin en pleine santé, il était costaud à la naissance, il est né complètement naturellement, et il était 3 kg 450 grammes, réclamé en parfaite santé, né naturellement, même sans péridurale, arrivé comme lettre à la poste, sans aucun problème. Donc personne nous a prévenu qu'il y a quoi que ce soit comme problème. Et en plus, il était costaud. Mais vraiment, moi, je me souviens, quand on était en maternité, il était maman à côté de moi, où l'enfant elle était prématuré. Marc, il était un géant à côté. D'ailleurs, il n'est pas petite taille. Non. C'est vrai. On va le voir. Donc, on va le voir. Il n'est pas de petite taille. Donc, du coup, à la naissance, c'était un enfant bien costaud. Et de départ, moi, je n'ai même pas utilisé des habits de 0 mois. J'ai utilisé les habits de mois à la naissance. Voilà, donc pour nous, c'était un enfant en pleine santé qui grandissait sans aucun problème. Nous, on ne connaissait pas le problème parce qu'il était comme tous les enfants suivis par pédiatre, après par généraliste, parce qu'il manque des pédiatres en France. Donc on a pris les généralistes. Il passait toutes ses vaccinations, il faisait toutes ses visites contrôle. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un enfant qui posait presque jamais malade, même pas d'angine, des rhumes. Donc, il était costaud au niveau de maladie. Par contre, après, il nous a fait tout de suite, gros. Donc, et ça, ces personnes s'y attendaient. Mais vraiment, on ne savait pas. C'est après qu'on a commencé de réfléchir, oui, mais pourquoi, par exemple, elle faisait ça? Parce que nous, on pensait qu'il était excité. Par exemple, quand il était excité, quand il était très heureux, il était comme ça. Mais parfois, les enfants, quand elle est excitée, ils peuvent sauter. Donc, tu prends ça comme un signe. Et c'est sûr qu'après coup, tu dis, mais pourquoi Il n'aimait pas courir, mais il était costaud. Donc, il était un peu feignant pour courir. Mais pareil, il avait que 4 ans, donc on ne se posait pas les questions s'il n'aime pas courir. Pourquoi il n'aime pas courir Donc, toutes ces questions ont commencé à se poser qu'après l'accident. Ouais. Et l'accident, c'était quand même pas rien. C'était un arrêt cardiaque. Direct. Ah ouais. Et comment ça s'est passé, ça, cet arrêt cardiaque? C'était quoi, cette situation? Les situations, c'est comme tu dis. En fait, la journée ordinaire, elle peut carrément changer. Dans notre cas, ce n'est pas en une seconde, c'est 25 minutes. 25 minutes qui changent ta vie complète. On est arrivé comme mon mari l'a raconté, on est arrivé dans une salle de jeu, couvert avec les enfants. Marc, elle jouait, et je l'ai envoyé avec son papa jouer. J'ai pris le café pour boire, donc c'était une zone couverte. Donc tous les enfants, ils jouent, ils sautent, ils courent les toboggans, etc. Et je vois mon mari arriver, et quelques temps après, je ne vois pas Marc. En général, il tombait, il descendait le toboggan. Donc je regarde les écrans parce que c'est une zone couverte, et je vois un corps allongé. Je suis partie comme une folle. Et on l'a trouvé, il était immobile. Et voilà, c'est comme ça c'est passé. Après, on a su combien exactement de temps c'était arrêt cardiaque. Pourquoi on sait combien de temps c'était arrêt cardiaque? Parce que ces zones fermées, en fait, elles avaient les caméras. En fait, les médecins, ils ont reçu l'enregistrement. Moi, je n'ai pas vu l'enregistrement. Personne ne nous a montré. C'est eux qui ont regardé exactement combien de temps ça passait. La totalité d'arrêt cardiaque. Parce qu'on a vu l'enregistrement des caméras.
Et comment ça se passe à ce moment-là où tu te rends compte? Honnêtement, quand je trouvais mon fils, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je n'ai pas tout de suite su que c'était un arrêt cardiaque. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais même pas imaginer dans ma tête qu'un enfant, elle peut avoir un arrêt cardiaque. Honnêtement, parce que c'est moi qui ai trouvé première, et derrière moi, tout de suite courait mon mari. On a pensé que peut-être elle s'est étouffée avec un bonbon. On ne sait jamais. Les enfants, quand ils jouent autour, ils peuvent quelqu'un qui transporte les bonbons, ils donnent les bonbons, ils se coincent. On a au début cherché de faire un mouvement de Helmich. On n'a rien trouvé. Marc, il avait le vomi dans la bouche. Et heureusement, à cause qu'on a hurlé, on a crié, il y a la propriétaire et la chef de cet centre aéré, Cécile, qui est arrivée avec le téléphone de SAMU dans le truc. Et c'est elle qui est première qui a touché le pot. Et il a vu qu'il n'avait pas de pot. Et c'est elle qui a commencé de faire un massage cardiaque avec l'ordre de SAMU par téléphone. C'est-à-dire, eux, ils ont compté, elle faisait massage cardiaque, elle m'a donné l'ordre comment faire le bouche à bouche. Voilà. Donc moi, je me suis mis vraiment de faire ce qu'il m'a dit faire. C'est-à-dire, dans ce moment-là, je ne peux pas dire que je pleurais, hurlais. Je hurlais avant, quand je l'ai retrouvé. Et après, j'ai juste me concentré de faire. Et ce qui s'était dit faire en priant le bon Dieu qu'il me laisse mon fils. Tu as eu un instant de dissociation à ce moment-là. Oui, et complète. Est-ce que après, tu as pu identifier que tu avais eu cet instant-là de dissociation au moment T? Oui. Et comment tu l'as vécu après? Parce que au moment présent, tu n'avais plus forcément toutes ces émotions qui pouvaient peut-être... J'étais presque... je me concentrais seulement à ce que je faisais et on dirait que j'étais séparée dans ma tête. Entre ça, dans la tête, je hurlais, mais physiquement, je n'y pleurais pas, ni hurlais, ni rien. Je faisais ce qu'il fallait faire. C'est tout ce que je faisais. Et même, je donnais des ordres. Peut-être c'est mon caractère. Je donnais des ordres à mon mari parce que je voyais qu'il a piqué les crises, il faisait peur aux gens. Je lui dis d'aller attendre dehors pendant les secours arrivent. Je pense qu'il y a en fait le choc, et tout le choc est venu beaucoup plus tard chez moi parce que je sais que j'ai vécu un PTSD énorme. Je travaillais avec les psychologues, avec 5 psychologues après. J'ai longtemps, beaucoup des années, faisais des cauchemars horribles quand je me réveillais mouillée dans la nuit, transpirée, et je voyais chaque seconde comment c'est passé. J'ai un caractère horrible, même quand je bois beaucoup d'alcool, j'oublie jamais rien. Parfois c'est horrible, parce que moi, je veux parfois oublier des choses. Mais j'ai une mémoire... Le mémoire épisodique de cet épisode, en fait, jusqu'à maintenant, c'est passé déjà 10 ans, mais je me souviens de chaque seconde. Et c'est horrible. Mais maintenant, heureusement, je ne fais plus les cauchemars comme ça. J'ai fait beaucoup de travail dessus. Je travaille avec psychologues. Je ne peux pas dire que les psychologues, en cette période-là, malgré que j'ai essayé 5 psychologues, ils m'ont beaucoup aidée. Je pense que j'étais dans cette... en période tout de suite après, par exemple, l'arrêt cardiaque, quand c'est passé après l'hôpital, quand je prenais les psychologues, j'étais encore dans cette phase de... J'étais plutôt en colère. C'est-à-dire, quand tu es en colère, tu ne peux pas vraiment travailler pour sortir tout le truc. Il faut passer d'un stade après, je pense, pour sortir ton truc. Quand j'ai travaillé avec les psychologues, j'étais encore beaucoup en colère avec ce qui s'est passé. Parce que, pourquoi j'ai vu une situation en colère comme ça? Parce que, justement, je me suis battue beaucoup de ma vie pour avoir l'enfant. J'ai tout fait. J'étais au moment préventif. Je faisais tous les tests. C'est-à-dire, j'ai pas fait des fautes. Pourquoi mon enfant est tombé et il a eu un arrêt cardiaque? C'est-à-dire, j'étais pas c'est pas par inattention. C'est pourquoi? C'est-à-dire, c'est ce sentiment injustice de quelque part. Et ça donne de colère contre tout le monde, un tout petit peu, c'est une période comme ça, avant d'évacuer cette colère et de passer au stade d'acceptation. Déjà, au début, il faut passer à stade même avec le colère, je suis passée au stade plutôt d'action, et comment on va faire pour s'en sortir, et après, de stade d'action, de passer à un stade d'acceptation, et un stade de profiter de la vie avec ce qu'on a. Voilà. Et comment tu passes au stade acceptation? C'est un très très long processus, des années. Des années. En fait, il faut au début de trouver déjà les solutions avec l'action. Quand tu vois aussi améliorer ton enfant, améliorer l'état, c'est-à-dire qu'il est mieux quand même qu'il était prédit.
ça donne des espoirs, ça donne des ailes et tu acceptes mieux même les défauts qui restent. Parce qu'au départ, les défauts qu'ils t'ont prédits, ils étaient tellement gros qu'en fait, les petits défauts qui restent, c'est pas si gros. Tu vois, tu commences à voir ton verre à moitié plein. Ouais. Il a été en arrêt cardiaque pendant 25 minutes. Oui. Pendant 25 minutes, plus de sang qui circule, ça veut dire le cerveau n'est plus alimenté. Exactement. Le cerveau qui n'est plus alimenté, un cerveau qui n'est plus alimenté, c'est un cerveau qui devient nécrotique. Exactement. Il y a de la mort cellulaire, il y a des régions qui ne fonctionnent plus. Et comment ça s'est révélé J'ai fait une imagerie comme ça justement pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pour expliquer les gens qui ne connaissent pas neurosciences comme toi et comme moi, qui étudié après. Le cerveau. Imagine par exemple tu as une ville qui est complètement coupée d'électricité, de l'eau et de tout. Tu coupes une ville de l'électricité, de l'eau un jour. Quand l'électricité et l'eau revient, tout quand même revient de la normale. Mais tu coupes la même ville pendant un mois, est-ce que tu penses que la ville elle va être dans le même état? C'est en gros, pendant l'arrêt cardiaque, c'est la même chose. Ça dépend énormément de combien de temps ça dure. Ouais. Et les lésions cérébrales et les dommages qui est rapporté derrière, ça dépend vraiment de temps et de volume de dommages qui étaient passés pendant ce temps. Donc si on fait imaginaire avec les arrêts cardiaques. Dans le cas de Marc, au départ, quand ils ont fait IRM de son cerveau après l'arrêt cardiaque, et au départ, moi je pensais qu'ils vont m'annoncer une mort cérébrale. Mais heureusement, ils n'ont pas fait ça quand ils ont venu avec IRM, mais ils ont annoncé quand même, oralement, ils nous ont dit 80% du cerveau était touché. C'est énorme. Ouais. C'était le thalamus et les organes ganglia. Et le noyau basal, c'est principal. Mais je pense que aussi c'était un tout petit peu des cortex devant, parce qu'on suppose quand même avec son orthophoniste, qui est quand même le zone du cerveau qui est responsable de lecture, il était vraiment touché. Par contre, en mathématiques, super bien. Donc voilà. Donc cerveau, c'est aussi, il faut connaître, et qu'après les séparer par les zones. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de neuroplasticité. Neuroplasticité existe toujours, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi possibilité de récupérer certains neurones. Et c'est pour ça, moi, je parle des neurones endommagés. Comment on récupère les neurones endommagés? Pas morts, mais endommagés, parce qu'on a une zone nécrosée, mais on a une zone autour qui s'appelle préambule. Et moi, par exemple, je suis très reconnaissante qu'on a pu faire hyperbare après. Parce que je pense que grâce à cette thérapie, on a pu récupérer une partie de son cerveau, mais pas les parties nécrosées, ça c'est irrécupérable. Mais par contre, le partie qui était endommagé, les préambules, peut-être on a récupéré les neurones autour grâce à l'oxygène. Parce que imagine ton cerveau comme une plaie. On soigne les plaies des pieds des gens diabétiques avec hyperbare. Et c'est bien reconnu. Donc, sauf qu'un cerveau, il faut faire encore un tout petit peu des études. Et d'ailleurs, les études, il y en a déjà. On peut publier, mais c'est sûr qu'il y a encore besoin de quelques études, et quelques recherches. Et malheureusement, c'est long à venir avant que ce soit complètement reconnu. C'est comme ça, en médecine, c'est long. Et quelles sont les séquelles aujourd'hui qui restent chez Marc? Tu veux savoir les séquelles vraiment médicales ou plutôt qu'est-ce qui lui manque? Les difficultés qui lui restent, c'est vraiment, il marche, c'est un enfant au niveau de GMFC2. GMFC2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il marche, mais la distance de marche, il est limité. Là, les dernières 5 mois, il avait un problème de hanche qu'on a réglé il n'y a pas longtemps, avec l'opération ici à Paris. C'est pour ça? On va à Paris d'ailleurs. et donc, maintenant, on pourra reprendre notre rééducation comme il faut, et reprendre son niveau de marche. Mais en général, à la maison, il est assez indépendant. Il monte les escaliers, il descend, il marche, il va vers la piscine. Il peut marcher jusqu'à 1,5 km au niveau de démarche. Mais par exemple, quand elle est à l'école, en récréation, à cause qu'il y a beaucoup de mouvements, les enfants qui courent, qui se poussent, etc., nous, on le prévoit son petit vélo drésien à Linker, qui est super et qu'il adore et qui ça l'aide énormément de juste se sentir stable et de ne pas être basculé par les autres. Et après, dans les couloirs, elle marche normalement, donc comme tout le monde, il se déplace entre les classes et classes. Après, il est plus fatigable qu'un enfant ordinaire, beaucoup plus fatigable, comme beaucoup de gens avec les problèmes neurotiques. La plus grosse difficulté qu'il a marquée, c'est de lecture. C'est-à-dire, il arrive à lire
le texte et même les petites phrases. Il arrive tout déchiffrer. Il a appris. On a beaucoup travaillé avec et orthopédistes, et orthophonistes, et ergo, etc. Mais le problème, c'est que quand elle est tellement concentrée en lecture, elle ne peut pas faire deux fonctions en même temps. Compréhension, ce qu'il lit, et la lecture. Par contre, s'il écoute ton livre en audio, la compréhension elle est parfaite, il se souvient de tout, c'est tout. Il a écouté plein de livres audio, il va te raconter tous les livres audio. Et en fait, il apprend beaucoup par les oreilles. Parce que tout ce qu'il écoute, il reste. Il y a le mémoire quand même qui est aussi un tout petit peu, mais ce qui l'intéresse, il reste. Après, ce qui ne l'intéresse pas, il ne retient pas, comme tout le monde. Les séquelles qui restent, en tout cas, les points qui sont touchés, c'est la motricité, la mémoire, et la concentration et la lecture. Voilà. Et sur tout ce qui est l'addiction, son langage, les non, aires son du langage aussi, tu verras, toi tu le parlais, tu verras, c'est-à-dire il parle, mais il est en dysphasie. Parce qu'il y a quand même le côté qui était touché, donc il a ça le dysphasie. Ça veut dire quoi, dysphasie, excuse-moi? Dysphasie, c'est-à-dire quand elle ne prononce pas totalement bien tous les lettres et tous les mots, et il cherche parfois son mot. C'est-à-dire le mot, il est quelque part dans son cerveau, mais parfois il le cherche. Donc ça, c'est les dysphasies. Vous travaillez, on travaille tous ces points-là avec les spécialistes, bien sûr. Il y a un programme de rééducation, mais je sais très bien qu'aussi, il faut qu'il rentre dans la vie normale. On essaye de faire ça en façon parce qu'en fait, l'enfant, il grandit. Et si avant, on utilisait plus des rééducations aussi avec les kinés, etc., maintenant, on n'utilise pas que les kinés parce que c'est Marc lui-même qui est réclamé. Il a le coach sportif parce qu'il veut être comme mon adolescent, il veut les coachs sportifs. Donc, on a trouvé les coachs sportifs adaptés pour lui, de faire natation, de faire ce qui lui plaît aussi. Comme n'importe quel autre adolescent, même ses copains neurotypiques, il vient à la maison pour faire la musculation avec lui, son coach. Et il adore. Ouais. Et en plus, on peut adapter vraiment pour chacun pour son niveau. Hein. Ça, c'est génial. Et ça fait en plus une expérience géniale pour chacun. Qu'est-ce que ça implique d'avoir un enfant comme ça, un tel événement, un tel épisode qui arrive dans ta vie? L'impact que ça peut avoir dans une famille, dans un couple, parce que tout à l'heure, on a parlé de tes tentatives de FIV, mais aussi de la perte de tes jumeaux, et que ça a eu un impact qui était... Mais dans mon cas, cet impact, dans mon cas, par exemple, un impact qui était à cause que j'ai déjà souffert d'une fausse couche, je pense que ça m'a donné encore plus d'énergie pour chercher pour Marc. Parce qu'en fait, lui, il était là, et il avait besoin de moi, il avait besoin que je cherche pour lui les solutions. Et j'avais de la chance de pouvoir lire en 3 langues. J'avais de la chance que j'avais quand même les études dans chimie et comprendre un tout petit peu de science. Et après, médecine, c'est comme n'importe quelle science, tu apprends. Tu apprends, et surtout quand tu as aussi les bons interlocuteurs. En fait, moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que je suis devenue quelque part une analyste des données médicales. C'est-à-dire, moi, je me suis plongée dans les études cliniques, dans les bases de données médicales, mais vraiment médicales, c'est-à-dire PubMed, ResearchGate, mais vraiment quelque chose en général, c'est les médecins qui lisent. Comme mon mari, il a dit, il a essayé de me suivre, mais après, il a abandonné parce que tu allais trop loin. J'ai fait trop. Mais en général, il faut vraiment être passionné pour entrer dedans. Et je pense que quelque part, moi, je trouvais cette passion de chercher. Et en fait, quand je trouvais quelque chose d'intéressant, je n'étais pas capable quand même de comprendre complètement tout comme médecin. Quelque chose que je trouvais comme meilleure méthode, c'est d'écrire aux spécialistes et de rentrer dans le contact direct. Et c'est ce qui me fait en sorte que même moi, j'ai maintenant YouTube avec les interviews avec les médecins, les PhD, les académiciens. Parce que voilà, donc j'ai rentré à chaque fois dans un sujet que j'ai étudié. Et en fait, c'est pas que moi, je devenais le médecin, pas du tout. Mais j'ai trouvé le médecin qui connaît et qui répondait à mes questions. Voilà. Et là, effectivement, ça a eu cet impact-là qui était... la recherche. La recherche, la curiosité, la volonté. Plus que la curiosité, la volonté de chercher, la volonté de vouloir comprendre, la volonté de comprendre ce qui se passait dans le corps de ton fils et dans le corps médical, dans un sens plus large. Et au niveau de ta famille, qu'est-ce que ça a impliqué d'avoir une... J'étais complètement supportée par ma famille. En fait, dans ma famille, j'ai des médecins aussi.
Par exemple, le mari de ma sœur en Israël, c'est un médecin. Il m'a énormément aidé. C'est une psychiatre. Il m'a énormément aidé déjà pour contacter Ifrati, qui nous a fait Hyperbar en Israël. Et aussi, il était témoin comment Marc il a changé pendant notre séjour, parce qu'on a habité chez ma sœur. Donc, s'il y a un médecin qui peut vraiment témoigner, c'est lui. Mais on n'a pas des preuves scientifiques. On n'a pas fait IRM avant, après, etc. Donc, ce n'est pas un cas clinique. Parce que cas clinique, il demande aussi toutes les preuves. Mais nous, on a les témoins réels. Voilà, donc comment c'est passé. Après, j'étais très supportée aussi par la famille de côté de mon mari, parce qu'il aussi, il y a les médecins dans sa famille. Et en fait, il y a beaucoup de médecins, même qui parfois m'écrivent et qui maintenant me demandent ce que tu as vu, etc. En général, moi, je les passe plutôt le contact des autres médecins ou d'échanges. Et même, par exemple, le médecin qu'on est venu chercher à Paris pour une orthopédie, maintenant pour Marc, pour hanche. On a pu trouver, parce que j'avais le contact avec un orthopédiste à New Jersey qui m'a parlé de cette opération et qui suit Marc, en fait, déjà il y a longtemps, quelques années, et qui me répond mes emails et qu'on échange. En fait, j'adore échanger avec les médecins. Aux yeux de Marc, qu'est-ce que vous voulez donner comme image en tant que parent, toi et Jean-Marc? Je pense que pour Marc, on accomplit les rôles complètement différents. Il sait très bien ce que moi je fais et je lui explique toujours. D'ailleurs, quand moi je filme mon enfant, je toujours demande son avis, s'il le veut. Et il me demandait déjà, maman, pourquoi tu fais ces vidéos, pourquoi tu les postes, surtout c'est un enfant. Il y a maintenant, par exemple, une tendance, on dit, mais pourquoi on expose les enfants aux vues? Mais moi, j'ai toujours réfléchi avant d'exposer. Parce que moi, si je poste quelque chose, c'est vraiment pour avoir un impact ou pour montrer une thérapie et surtout avec l'accord de mon enfant. Par exemple, on a participé aussi avec Marc avec une étude clinique en Australie et on a partagé beaucoup de thérapies, les vidéos des thérapies qu'on a fait. Et bientôt, ça va être une application spéciale pour les médecins et Marc, il va être dedans. Et on a signé tous les papiers. Je demandais à Marc si lui, il veut partager ces vidéos de thérapie qu'on a fait dans différents centres. J'ai pris les contacts des centres, j'ai signé tous les papiers de la part des centres. On a fait les thérapies parce que c'est comme ça que ça se fait en général, en médical. Donc, c'est toujours avec un accord en enfant et avec un accord médical. Mais par contre, après, ça peut être un outil pour partager, même en médecine, quelque chose. Et maintenant, entre toi et Jean-Marc, comment ça se passe sur la gestion de toute cette situation Jean-Marc, il se concentre beaucoup plus dans le quotidien, dans l'amusement. Dans l'organisation de temps de Marc de sport, de s'amuser avec Marc, de prévoir les Lego. Il est très rigolo, mon mari, et ça, c'est génial. Il prend tout ça. C'est lui qui organise tous nos voyages, c'est lui qui fait. Le médical, elle m'a laissé complètement. Après, bien sûr, quand il y a la décision médicale à la maison à prendre, on prend bien sûr tous ensemble, bien et entendu. Même aussi avec Marc. Voilà, donc c'est comme ça. Surtout qu'il est maintenant grand, il a le droit de prendre son point de vue, donner son point de vue. Et n'importe quelle décision médicale, elle doit être discutée en famille. Voilà, on est d'accord. Mais en général, c'est sûr que dans mes recherches, je me laisse faire moi-même. Et il me supporte. Il est venu quand même participer, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il le supporte. Il sait que c'est mon chemin. Et il comprend pourquoi aussi je le fais. Il n'y a pas longtemps, voilà, Marc, il est à 2e jour après son opération de hanche. Il s'est réveillé, il me dit « Maman, je te remercie énormément de me faire cette opération parce qu'il se sent mieux. Merci que tu as trouvé cette docteur à Paris. Merci que tu as communiqué avec docteur à New Jersey, etc. » Parce que je dis « Mais tu vois, Marc, maintenant tu te rends compte pourquoi maman elle fait tellement de recherches, tellement de lectures, etc. Et pourquoi elle parle tant. » Voilà, donc il comprend tout à fait. Mais par contre, ce n'est pas son truc. Si tu veux parler avec... c'est par exemple Marc, si tu lui demandes, voilà, tu veux parler d'handicap, non. Il veut pas, c'est pas son truc. Ouais. Pour l'instant, non. On verra, peut-être en grandissant, elle changera d'avis, mais pour l'instant, ils ne veulent pas parler de ça, de son parcours, et ils veulent plutôt parler de comment elle vit. Et il vit bien avec ses copains, avec ses jeux vidéo, avec ses montages vidéo. Donc ça, c'est ça. Ils veulent parler de ses Lego. Il veut vivre une vie le plus normale possible pour un adolescent avec ce qu'il a. C'est parfois ce qu'on peut constater aussi dans la différence peut-être entre un enfant et un adulte. C'est parce que l'enfant
prend peut-être, je ne pourrais pas qualifier ça de plus de recul, mais il accorde moins d'importance à la situation d'handicap ou de maladie. Du moins, il en a moins conscience. Et comme il en a moins conscience, il se laisse moins impacter par certaines pensées. Je te donne un exemple qui est, si tu prends un adulte qui a un cancer, par exemple, il va avoir conscience que c'est un cancer. Il va avoir conscience qu'il va laisser des enfants, qu'il va laisser une femme, des proches, des amis. Il va avoir conscience de tout ce qu'il va perdre à ce moment-là. Et donc, ça ne va pas forcément aider à son bien-être, à son rétablissement, à sa réémission. Alors qu'un enfant, il ne prend pas forcément la conscience de tous ces événements-là, de toutes ces choses qu'il va perdre. Et donc, il profite simplement de l'instant T, du moment présent. Et ce qui fait qu'il est dans la joie et forcément, son état d'esprit est différent et sa réémission est différente. Surtout dans le cas de Marc, imagine quand même, il a eu son arrêt cardiaque à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souvenir. C'est ça, exactement. En fait, il ne se souvient pas quand il était avant. Pour lui, c'est presque comme pour un enfant qui était né avec ça. C'est-à-dire pour lui, il est toujours été comme ça. Il s'est adapté avec ses difficultés. Et en fait, il est très bien avec les amis qu'il a. Il profite vraiment des amis qui sont gentils avec lui, qui viennent vers lui, qui s'amusent. C'est-à-dire, il vit... Exactement. Mais vraiment, son quotidien, il est comme un enfant ordinaire. C'est-à-dire, il invite les copains, il joue les jeux vidéo, il saute dans la piscine, et il sort. Quand on veut, on va promener notre chien dans le parc. Et c'est les copains, les vrais copains, qui s'adaptent à ses distances, à ses capacités, etc. Donc, et en fait, historiquement, c'est passé comme ça. En fait, c'est les copains qui s'adaptent, qui restent plus près de chez lui. Ouais. Totalement. Et avec l'échange qu'on a pu avoir tout à l'heure aussi, on l'a senti et il l'a dit à plusieurs reprises que c'était ça, l'importance pour lui. Ses potes, son entourage. Son entourage, et voilà. Donc, et les moments qu'il passe. Il est heureux avec... Et encore, Marc, il est très sociable parce qu'il a la même impression toujours, parce que par exemple, son meilleur pote, c'est le pote qui se sont connus de 3 ans. Ils ont changé l'école plein de fois. Ils sont complètement différents, mais ils sont toujours les meilleurs potes. Il vient à la maison régulièrement quand il y a les vacances. Même par exemple là, c'était l'opération de Barque. Ça m'a écrit, oui, c'est bon, c'est le week-end, il va se connecter pour jouer avec lui. Donc c'est bien, c'est génial. Et quand elle est là, elle rigole tout le temps. Elle rigole tout le temps. C'est génial. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais elle rigole tout le temps. Et... comment on se remet alors d'un tel événement Avec le temps, beaucoup de travail, surtout comme il a remarqué mon mari avant, c'est en voyant quand même nous, on avait de la chance que Marc s'améliorait. Donc ça donne quand même d'espoir. Et après aussi, avec l'acceptation et juste adaptation on est réaliste avec mon mari et Marc aussi, je pense qu'il est réaliste. En fait, on adapte avec ce qu'on sait que voilà, on a pu récupérer ça jusqu'à ce niveau-là. On sait très bien que peut-être on est arrivé à un maximum pour récupérer physiquement au niveau de motricité. Peut-être on est arrivé à un maximum pour récupérer au niveau de lecture, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas développer d'autres capacités à côté. Ce qu'on essaie de développer à côté, on se concentre sur autre chose, comme on prévoit par exemple se concentrer dans... on va essayer de faire montage audio, si ça lui plaît, il commence à réussir, il fera à un niveau comme qu'il pourra, etc. Après, maintenant, ça commence plutôt une bataille de moi pour adapter la société. Bien sûr. Et inclusion, ça en parle. Là, quand tu repenses à la jeune femme que tu étais en Moldavie, j'ai jamais pensé que ça m'attend comme ça. J'ai jamais pouvais même imaginer. Est-ce que même quand tu as quitté la Moldavie, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure au tout début, tu cherchais à fuir, peut-être. Tu cherchais à fuir certaines pensées, certains vécus, certains épisodes. Et certaines personnes, oui. Certaines personnes. Et... Oui, j'ai cherché à fuir. Oui. J'ai cherché à fuir. Il n'y avait plus de place pour moi là-bas. Donc, j'ai cherché à fuir et j'ai compris, même en cette période-là, j'étais toute jeune. Je suis partie à Moldavie, j'avais 26 ans. Donc, je savais qu'en plus de mes diplômes que j'avais déjà,
Il faut que je fasse un diplôme en plus pour être au minimum reconnu au niveau de professionnel. En fait, je cherchais plutôt à se réaliser au niveau professionnel dans cette période-là, parce que bon, voilà, donc c'était la période de plutôt essayer de faire quelque chose au niveau de professionnel pour réussir. C'était intéressant, c'était une période très intéressante d'ailleurs. On a créé beaucoup de choses dans cette période en France. On filmait beaucoup, on a filmé les... C'était intéressant, c'était très intéressant. Dans le tourisme d'ailleurs, j'ai m'éclaté. Mais si maintenant on compare avec ce que je fais maintenant, je pense que j'avais pas autant d'intérêt personnel dedans. Parce que c'était trop luxe, c'était trop bling-bling, comme maintenant avec les sujets beaucoup plus durs et compliqués. Beaucoup plus humains. Oui, beaucoup plus humains. Voilà. Et qu'est-ce qui te pousse de ton vécu en Moldavie, puis ton arrivée en France, comment tu te relèves déjà avant de partir? Parce que avant de partir en France, tu te relèves d'une fausse couche, de la perte de 2 jumeaux. Comment tu te relèves de ça pour partir? Je pense que moi, je n'ai pas complètement relevé de ça en arrivant même en France. J'ai juste me concentré parce que j'avais en fait, ça prenait mon cerveau ailleurs. Se concentrer et étudier à l'étranger, de s'installer à l'étranger complètement toute seule, en fait, ça m'aidait quelque part de penser à autre chose pour ne pas penser à douleur au passé. Et en fait, ça m'aidait de s'en sortir. Donc, c'était un but jusqu'à lequel j'ai arrivé. Et je suis arrivée quand même à construire quelque chose en partant de zéro d'ici. Je suis venue vraiment compte de zéro. Et quand tu repenses à la femme que tu étais avant même... Ça m'a donné le caractère. Ouais. Le caractère de se battre. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi comme caractère? C'était quoi ton caractère d'avant? C'est quoi le caractère que tu as aujourd'hui? Je pense que j'étais beaucoup plus douce au départ. Et j'étais pas affrontée de la réalité du monde comme j'étais affrontée en arrivant en France. Parce que, bon, on va dire honnêtement, j'étais mariée avec quelqu'un qui est très riche dans ce pays. Donc, il avait beaucoup d'influence au niveau du gouvernement. Donc, j'ai même... donc, c'était trop facile, en fait. Et en arrivant en France, c'était tout difficile. Il fallait tout faire tout seul, sans parler en plus français au niveau d'administration. Et ça m'a donné le caractère de se battre. Et déjà, premier caractère de se battre. Et je pense que ça m'a servi bien après pour les autres démarches administratives, après pour l'handicap. Parce que quand tu apprends de se battre, donc tu apprends de se battre pour autre chose. Malheureusement, c'est la vie. Et c'est la vie, parfois, il faut savoir de vraiment y aller. Donc, mais en même temps, quelque part, ça m'a aidé psychologiquement parce que je savais que j'étais seule et il fallait se battre. Et est-ce que en vivant tout ça, du début Moldavie en France, les événements qui se sont passés il y a 10 ans et qui continuent encore parce que tu es encore dedans, ça a créé en toi, sur toi même, une carapace? Oui, je pense. Je pense que parfois, moi, j'ai plus de difficultés de montrer mes sentiments que certaines personnes qui sont très sensibles. Ils peuvent montrer les sentiments beaucoup plus facilement que moi. Moi, quelque part, à cause de tout ce que j'ai vécu, j'ai réussi de créer cette carapace. Parce qu'en fait, ça m'aide quelque part de, voilà, j'ai tellement pris d'habitude, tu sais, comme dans Bataille, tu mets le costume et tu pars. Voilà. Moi, intérieur, peut-être tu as quelque part comme le Iron Man, un cœur qui est complètement brisé ou complètement doux, mais j'arrive pas à la montrer toujours. Et c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler, que tu travailles? C'est quelque chose que je veux travailler, je travaille. Et je pense qu'aussi, il faut que j'apprenne à parler mieux pour montrer vraiment, pour passer le message que j'ai, le passé intérieur moi, mais qui peut-être parfois, j'arrive pas complètement à passer. Bien sûr, la barrière de la langue. Aussi, il faut pas oublier que quand même, que français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, c'est pas facile toujours exprimer tout ce que tu penses, comme je peux exprimer à la langue maternelle. Mais c'est comme ça. Maintenant, c'est mon pays. Très bien, non, mais c'est mon pays. Maintenant, je suis quand même en France pendant 25 ans. Donc, je suis désolée si j'ai fait quelques fautes. Ton français est super. C'est pas ce qu'il dit mon mari. C'est pour te pousser vers le haut, ça. C'est pour ça. J'espère, oui. Avec tous ces événements qui sont arrivés, la frayeur que tu as pu avoir, toi
et ton mari, Jean-Marc, est-ce qu'aujourd'hui, il continue à y avoir cette crainte perpétuelle de est-ce que si je le laisse tout seul, il va se passer ça? En fait, non. J'ai compris ton question. En fait, ce qui était au départ, pendant qu'ils sont son Wolf Parkinson White, il n'était pas ablaté, oui. Je faisais même les cauchemars. Je me réveillais la nuit pour venir voir mon enfant s'il respire. Et ablaté, excuse-moi, c'est vraiment de solutionner son problème cardiaque qui a causé son arrêt cardiaque. Problème qui marque, il était ablaté, ça s'appelle ablation. Ablation, c'est-à-dire quand le chirurgien, rythmologue, c'est un spécialiste de chirurgie cardiaque, qui coupe avec radiofréquence les chemins à côté du cœur. C'est-à-dire, Marc, il avait beaucoup de chemins quintes, il n'utilisait pas le chemin central qui protégeait. C'est-à-dire son cœur, quand il battait, et moi je sais que son cœur, par exemple, quand on le ramenait pour première ablation, je l'ai vu avec mes yeux, parce que je l'ai ramené avec l'ambulance, il a battu 360 pouls. 360. Je ne sais même pas comment il est en ce moment. À savoir encore. Que normalement, quand tu tapes un sprint, un marathon, tu es à quoi? 180, 190. Donc, si à 360, ça arrive dans ton cœur, c'est ça qui cause le choc électrique. Et c'est ça qui arrête ton cœur. Et moi, j'ai compris ça. Et malheureusement, en France, Marc, il était ablaté 2 fois à Grenoble. Mais le Wolf Parkinson White, il est revenu quelques heures après. C'est-à-dire, il n'était pas ablaté complètement. Il restait toujours sur flécaïne. Et après, une fois à Paris, ça est revenu 7 heures après, Paris. Et quand les médecins français, ils m'ont commencé à me parler par téléphone, le médecin français de Paris, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous savez, il y a un spécialiste en Allemagne qui fait les ablations avec opération à cœur ouvert. C'est là que j'ai compris, d'ailleurs. Ça, c'était justement événement qui m'a fait pousser encore plus, chercher dans les études cliniques et devenir une maman médicale. Parce que là, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Il faut que je trouve qui écrit les règles de rythmologie pour tous ces cardiologues. Et en fait, j'ai cherché très précisément les médecins, les noms de médecins qui écrivent les règles de rythmologie. Et j'ai trouvé, en fait, ça existe, les documents pour les médecins de rythmologues, les règles, quand on ablate, quand on n'ablate pas. Et il y a 20 de médecins sur la liste qui sont plus connus, qui sont spécialistes vraiment dans ce domaine, bien reconnus, etc. Et j'ai écrit dans les emails, parce qu'en fait, dans les bases de données, tu peux trouver les emails, de médecins qui l'utilisent dans son profession, dans les publications scientifiques, tu peux trouver les emails. Et les écrire. Ce n'est pas toujours tout le monde répond dans ces emails, mais souvent quand c'est les publications, avec les publications, il y a lien avec les mails. Donc, si tu écris, il y a beaucoup quand même qui répondent. Moi, j'ai reçu les réponses de Boston et d'Italie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un médecin qui l'a ablaté Marc après avec succès, qu'il était en Italie. J'ai dit non, moi, je ne suis pas d'accord de faire une opération à cœur ouvert. On va quand même au début aller voir Papone et il m'a répondu. Et c'est une des rythmologues qui écrit quand même les règles de tous les rythmologues, 1 sur 20. Qui écrit qui a signature sur ce papier, qui écrit les règles pour l'autre rythmologue. Donc j'ai cherché comme ça. Et quand on est venu chez lui, c'est plutôt le Papone qui a convaincu mon mari. C'est vrai que c'était impressionnant parce que c'était presque anecdotique. Parce que quand on est venu chez Papone, lui, il a minimum 3 aides-jointes qui au début, il mesure l'enfant, son cardiogramme, après son écho de cœur, etc. L'autre qui discute avec moi toute l'historique de Wolf Parkinson White de Marc. Moi, je raconte toute l'historique en anglais. Avec tous les termes médicaux en anglais, je leur raconte l'historique, l'ablation, qui a fait l'ablation, radiofréquence, etc. Elle me regarde et me dit, vous êtes médecin? Je dis non, je suis une maman et j'ai étudié que ça. Dans le cardiologie, que le cas de mon fils. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, après, tu apprends les terminologies, tu apprends ce qui s'est vraiment passé avec ton enfant. Mais c'est vrai qu'on avait de la chance qu'il nous prend parce que j'ai appris après que c'est une médecin qui, quand même, qu'il faut attendre le rendez-vous assez longtemps. Mais quand je l'ai envoyé le cas de Marc,
Je pense que aussi le cas de Marc, ça l'a intéressé énormément, parce que j'ai cherché les autres cas de Wolf Parkinson-White qui étaient arrêt cardiaque et qu'ils ne sont pas morts, les enfants. J'ai trouvé une. Sur les publications, bien sûr, je ne le connais pas personnellement, mais c'était un enfant qui était dans la salle d'opération. Ah ouais. Oui. Donc, il avait une situation très, très chanceuse, parce que dans la salle d'opération, ils sont équipés pour la réanimer tout de suite. Donc, tandis que Marc, c'était un cas d'extérieur. Et en général, les cas d'arrêt cardiaque de Wolf Parkinson-White, c'est très, très rare, mais ça se finit avec le mort. Ouais. Voilà. Il y a eu une chance quelque part ici. Oui, donc déjà, à lire ça, tu comprends que tu as vraiment, vraiment beaucoup de chance. J'avais les craintes parce que, malheureusement, aussi, le côté de lire beaucoup des études cliniques, ça te montre aussi qu'avec le temps, il y a 50% des gens qui avaient un arrêt cardiaque, ils refont. Et en fait, le survie, il diminue avec les âges. C'est-à-dire, en général, c'est bon quand tu es arrivé jusqu'à 7 ans. Voilà. Mais surtout qu'il avait toujours cette crainte le Wolf Parkinson-White, il était là, il était affaibli, parce que l'ablation, il était quand même un peu faite. Il était affaibli, mais je sais qu'à l'école, il était fatigué, il n'était pas bien, parfois il saignait du nez, donc bien sûr que j'avais cette crainte. Et cette crainte, elle était enlevée qu'avec l'ablation complète de Paponier et de régulièrement vérification. Et c'est là où j'ai mes craintes de vraiment mort subite, il était enlevé. Et je peux dire que maintenant, je n'ai pas cette crainte. Marc, il peut faire du sport et ça nous a complètement changé la vie quand même. Ouais. Et aujourd'hui, en plus, vous voyez, comme tu as dit, et comme vous l'avez aussi dit avec ton mari tout à l'heure, vous voyez le verre à moitié plein. Exactement. Vous profitez plus de la vie, vous profitez de chaque instant aujourd'hui. Exactement. Parce que, justement, ce qui a failli vous être enlevé... Il est là, il est avec nous, il a ses difficultés et qu'on accepte maintenant et on cherche toujours de faire au mieux. Au mieux avec ce qu'on a et profiter de la vie. On adore aller... visiter des choses intéressantes, on adore aller à de bons restaurants, on profite bien. Si ce micro-là, qui est devant nous, devant toi, pouvait s'adresser à tout un tas de parents qui traversent une situation similaire, quel serait le message que tu voudrais leur adresser ? Première chose, faites le cardiogramme à vos enfants. Ça, c'est sûr. Donc, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je me bataille. Il faut faire cardiogramme aux petits-enfants. Mais deuxième chose, en fait, profitez de la vie. Profitez de chaque moment de vos enfants, parce que moi, avec ce parcours, je veux tellement des enfants et ce n'est pas obligé qu'il y ait une situation d'arrêt cardiaque ou autre chose. La vie, il est imprévisible et on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend demain. Donc, tant qu'à profiter de ce qu'on a et avec le bonheur qu'on a. Donc, parce que ça peut arriver à tout le monde et juste être gentil avec tout le monde autour de vous. Soyez empathique avec n'importe qui. Avec n'importe quelle situation, essayez d'être humain et profiter de la vie, donc être humain. Merci beaucoup, Sveta. Toi, quel message tu veux passer, à travers quels moyens tu veux passer tes messages, toi, aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai écrit le livre, ça c'est déjà ça. Malgré que je l'ai publié en 2019, donc il y a certains parents qui me demandent d'écrire la prolongation. Je n'ai pas eu le temps encore. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de continuer donc, à écrire la deuxième partie. Mais aussi, je communique beaucoup aussi à travers de Instagram de Marc, à travers de notre page Facebook, à travers de notre website, parce qu'on a association. J'essaie d'activement participer aussi dans les différents concours pour aider les enfants handicapés, donc pour les différentes awards, et j'essaie de communiquer pour l'inclusion, pour les enfants handicapés, pour les boulots, pour les éducations. Voilà, donc moi, je pense que je continuerai à être activiste dans ce domaine parce que, de toute façon, c'est pour la vie, pour nous. Donc moi, je me battrai toujours. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est totalement dans le partage parce que ce livre qui s'appelle Marc l'Invincible, en français, en tout cas. C'est très prétentieux comme le prénom, mais je sais. Mais en fait, ça se passait très, très naturellement quand Marc, il était encore dans le coma et on ne pouvait pas communiquer avec tout le monde parce que c'était beaucoup de monde qui écrivait le message. Mon mari, il a ouvert un groupe Facebook privé, fermé, où il était que les gens très, très proches et il postait, en fait. Et avec la dernière espoir qu'il avait, il appelait le groupe Facebook Marc l'Invincible. Donc, du coup, je gardais le nom
Le nom groupe. marque Mais l'invincible. surtout que c'était la période la plus noire dans cette histoire. Et mon mari, il a appelé le groupe comme ça. Et avec ce livre, quel message tu voudrais faire passer? Je veux passer un message de croire, d'espoir plutôt. C'est le message d'espoir. D'espoir et de croire. Je pense que les parents, ils ont besoin de croire. Se battre, bien sûr. Prier le Dieu, croire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sveta. Et on va faire le dernier clap de la fin, juste avant de finir. On le fait ensemble? On fait ensemble. Merci.